Bonjour, il va être question aujourd'hui de l'identité numérique des adolescents. Il s'agira de mieux comprendre ce qu'est l'identité numérique, et notamment pour les jeunes, et pour permettre de mieux les accompagner dans leur future vie d'adulte, notamment. Je me présente rapidement, je suis Stéphanie Pestel, professeure documentaliste en poste ici depuis une quinzaine d'années. J'interviens auprès des élèves pour faire de l'éducation aux médias et pour les aider à acquérir davantage de culture numérique. Alors, le premier point à éclaircir est bien sûr la définition de ce qu'est l'identité numérique. Alors, on considère que c'est l'ensemble des éléments qui caractérisent quelqu'un dans sa vie numérique. Alors, la vie numérique comprend ce que l'internaute fait sur le web, mais également par les mails ou par son smartphone ou par les objets connectés. Donc c'est très divers, hein. On parle à la fois d'usage et de support, donc support ordinateur, support téléphone ou via les objets connectés. D'autres termes sont parfois utilisés, on parle d'e-réputation, notamment dans le milieu professionnel. Ça fait bien référence aux avantages, au côté positif, mais également au côté négatif que peut avoir une identité numérique. On parle aussi de cyber-identité ou de digital identity en anglais. L'expression d'ADN numérique de quelqu'un est également couramment utilisée. Alors ça correspond à ce qu'il est, à ce qu'il montre, à ce qu'il dit, et surtout aussi à ce qui est dit de lui et sur lui. C'est vraiment deux choses différentes de ce que la personne va laisser comme trace consciente ou inconsciente, et aussi ce qu'elle va laisser de façon consciente ou inconsciente également, ou volontaire ou involontaire, laisser faire à d'autres sur sa propre personne dans le monde numérique. Donc on va commencer par une présentation en vidéo. Le message est très clair, vous allez voir, même si la petite vidéo qui dure 2-3 minutes est en anglais, hein, donc ne prenez pas peur, le message est assez clair. Dag Fien. Dus Caroline. Voilà. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Sorry. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. Die vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is met je spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat is ik weet niet hoe eng.
cette vidéo est une publicité en forme de canular qui a été diffusée en 2012 par la Fédération belge du secteur financier pour faire campagne sur les risques liés à la diffusion des données personnelles sur le net. Alors cette question d'identité numérique n'est pas récente, hein, elle est vraiment prise en compte depuis, on va dire, les années 2008-2010, où vraiment il y a eu des premières campagnes de sensibilisation, notamment parce que de plus en plus de personnes commençaient à avoir une vraie vie numérique et ont commencé à percevoir les inconvénients que cela pouvait poser, notamment évidemment à chaque fois qu'un thème est médiatisé, c'est souvent malheureusement par le biais négatif. Donc c'est parce qu'il y a eu des problèmes que du coup on a commencé à penser que ce serait bien de sensibiliser le grand public. Alors, voici le plan que je vous propose. Tout d'abord, je ferai rapidement un panorama des traces et des données qui composent une carte d'identité numérique. Et on parlera de ce qu'est l'identité numérique pour les adolescents. Dans une deuxième partie, on verra comment prendre conscience de, alors entre guillemets, hein, parce que de sa vie numérique, sachant qu'une vie numérique est rarement en fait que la sienne. Et on verra rapidement les avantages et les inconvénients d'une identité numérique. Et pour terminer, je parlerai de la nécessité d'éduquer à l'identité numérique et puis je donnerai quelques conseils de gestion pour essayer de faire en sorte d'être le plus à l'aise avec tout cela. Donc parlons tout d'abord des traces et des données qui composent une carte d'identité numérique. Il faut bien avoir conscience que ces traces sont très nombreuses et qu'elles sont laissées soit de façon volontaire, soit de façon involontaire. Alors, celles que je vais vous présenter là sont pour la plupart des traces qu'on laisse de façon volontaire, notamment les coordonnées, donc le nom, le prénom, le numéro de téléphone. C'est très souvent pour que, par exemple, un service commercial vous rappelle, une date de naissance, pour certifier que vous avez plus de 18 ans, par exemple, un lieu d'habitation et ou une adresse, pour créer des comptes, ça arrive très souvent, pour se faire livrer des produits à la maison, l'âge, la sexualité, alors il ne s'agit pas de dire si on a une sexualité ou pas, mais ça intéresse par exemple certains services de savoir si vous êtes hétérosexuel ou homosexuel, par exemple, ou le statut matrimonial, savoir si vous êtes pacsé, célibataire ou marié ou autre. Donc, souvent, ce sont des choses, certains éléments sont obligatoires pour pouvoir accéder aux services. On reviendra sur cette notion de service. D'autres informations ne sont pas obligatoires et on suggère à la personne de les laisser. Évidemment, chacun a la possibilité de remplir ces cases ou de ne pas les remplir. Notamment, par exemple, c'est Facebook qui suggère à ses utilisateurs d'indiquer pour la sexualité le statut, par exemple, ou de dire est-ce que vous êtes plutôt hétéro, plutôt homosexuel. C'est évidemment des choses qui sont très personnelles, très intimes, et qu'il est tout à fait possible de ne pas remplir. Voilà. Mais beaucoup de jeunes, notamment, on y reviendra, se disent on me demande ça, donc j'y réponds, en fait, comme on leur demanderait de remplir un devoir à l'école ou de répondre à un sondage. Deuxième type de traces qu'on laisse dans le monde numérique, c'est les goûts, nos centres d'intérêt. Lorsqu'on va cocher les domaines qui nous intéressent, alors avant on le faisait en version papier, par exemple, lorsque on faisait une commande d'un abonnement, par exemple, ou autre, parfois on nous demandait, pour en savoir plus sur vous, pour mieux vous connaître, c'était sous le couvert de mieux vous connaître. À la limite, c'était même plus clair que maintenant, puisque maintenant, on ne vous dit pas que c'est forcément pour mieux vous connaître. Donc on marque ses goûts, ses centres d'intérêt, alors on verra que ça peut avoir des grands avantages que de le marquer, parce que ça permet aussi de voir ce que les autres aiment, et donc du coup de créer du lien. Autre trace très importante pour nos adolescents notamment, les photos, les vidéos. Aujourd'hui, les adolescents sont dans une société de l'image, dans une culture de l'image, qu'on peut dénoncer ou pas, mais en tout cas elle est comme ça, il faut l'accompagner. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est une évolution qui est très importante, qui est même, je dirais, récente, mais qui est exponentielle. Juste pour une petite parenthèse, il y a encore quelques années, il y avait beaucoup de blogs, par exemple, d'adolescents, et c'était beaucoup de textes, d'informations textes, avec quelques photos, mais beaucoup d'informations textes. Aujourd'hui, le rapport texte-image s'est renversé, et les blogs n'existent plus, sauf pour quelques passionnés, et on est sur de la culture de l'image, soit par des comptes particuliers sur des passions, soit par des comptes, par exemple, sur YouTube, avec les youtubeurs notamment. Donc on est sur un rapport texte-image qui s'est complètement inversé.
Ça peut être aussi des articles qui sont publiés sur des plateformes de passionnés, par exemple, je pense à ceux qui sont passionnés de culture manga, ou d'avis qui sont laissés par les jeunes. Alors les avis, ça peut être des commentaires, ça peut être des avis lorsqu'il y a des achats qui sont faits, voilà, et qui peuvent permettre d'identifier une personne. Voilà, on reviendra sur le pourquoi et comment. Autre type de traces et de données, il s'agit des adresses mail et des noms de comptes, donc soit sur les réseaux sociaux, soit sur les applis. Ensuite, on retrouve des traces liées aux historiques de navigation. Donc là, il s'agit de mots-clés qui vont laisser des traces, ou de clics à tel ou tel endroit de la page ou d'un moteur de recherche par exemple, mais également du temps qui est passé par l'internaute sur les différents espaces d'une page. On pourra repérer si la personne est restée plus longtemps sur un endroit où il y avait de la publicité, ou si au contraire elle ne va jamais sur les endroits de publicité et se concentre sur la barre de résultats d'un moteur de recherche par exemple. Les temps qui restent sur certains espaces sont analysés et sont récupérés. Il y a également donc les historiques de recherche, donc tous voilà, c'est tous les commentaires, les likes, les avis, tout ça est conservé. Enfin, parmi les traces et les données, alors c'est pas une présentation exhaustive, hein, mais c'est les principales traces que l'on laisse, il y a également les numéros de carte bancaire. Alors, rassurez-vous, hein, il ne s'agit pas pour les prestataires de récupérer toute votre référence de carte bancaire, mais ce qui les intéresse très souvent, ce sont les premiers chiffres qui correspondent en fait à votre code banque, parce que pour le coup, ça permet d'identifier quel type de consommateur vous êtes, ou en tout cas à quelle banque vous êtes rattaché. C'est comme ça que du coup, vous pouvez recevoir aussi des publicités de concurrents, ou voilà. Alors, comment est-ce possible, allez-vous me dire? Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse récupérer toutes ces informations? Alors, tout d'abord, sachez qu'à partir du moment où vous allez sur Internet, notamment sur le web, toutes les navigations, peu importe le site, peu importe l'outil utilisé, permettent de récupérer des données. Ça, c'est la base, c'est un monde numérique qui fonctionne avec des algorithmes et qui laisse de toute façon des traces. Donc, la seule façon d'échapper à ça, c'est de ne pas avoir de vie numérique, ce qui est compliqué. Alors, notamment pour les jeunes générations qui sont nées avec, on va y revenir, et qui n'ont pas forcément la maturité nécessaire pour arriver à ne pas vivre une vie numérique. Pour la génération que nous sommes de parents, on a pour la plupart connu une vie sans le numérique. Du coup, on a des réflexes qui sont différents et qui nous permettent de pouvoir faire un comparatif. On a un référentiel de comparaison. Alors que les jeunes générations actuelles n'ont pas ce référentiel, et du coup il est très difficile pour eux de comprendre qu'ils ont le droit de ne pas utiliser quelque chose avec lequel ils sont nés, dans lequel ils baignent depuis qu'ils sont petits. Ces données sont collectées et peuvent être croisées entre elles, je dirais même qu'elles sont croisées automatiquement entre elles, pour constituer un portrait le plus complet possible d'un internaute lambda. Plus il y a de données, plus le profil est complet, plus c'est bien, entre guillemets, pour les personnes qui récupèrent les informations. C'est pour ça que Facebook est ravi lorsqu'on crée un compte et qu'on complète le plus possible. Alors là où avant on était considéré comme une ménagère de moins de 50 ans, comme un cadre, comme un ouvrier, etc., aujourd'hui les profils sont bien plus complexes que cela, sont bien plus précis que cela, sont bien plus fins, bien sûr, qu'auparavant. Et plus le profil est complet, plus c'est intéressant pour les personnes qui récupèrent les données, puisqu'en fait, elles peuvent vous proposer un service le plus personnalisé possible. Donc, il faut bien avoir en tête que chaque internaute est d'abord une cible commerciale, c'est d'abord un consommateur potentiel, et la gratuité du net est un mythe, une grande illusion, hein. Le slogan qui est à retenir, c'est « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Voilà, je crois que c'est un slogan qui parle bien. Le net n'est absolument pas gratuit. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il arrive encore aujourd'hui que des adolescents, quand ils font une recherche, me disent « Ah, mais c'est super, madame, sur Internet, on trouve tout, et puis en plus, c'est gratuit. » Donc, très souvent, je reprends et j'explique que non, c'est une illusion, le fait que ce soit gratuit, mais que de toute façon, on le paye de façon indirecte, très souvent, en laissant des traces sur le réseau. Donc pareil, là je vous propose une petite vidéo qui dure à peu près 5 minutes
Vous pouvez donc arrêter le fichier audio, regarder la vidéo et ensuite revenir à ce que je vais faire. Donc ça explique cette notion d'illusion ou de mythe de la gratuité. Ce matin-là, comme tous les matins, tu te réveilles, ouvre un œil et fais taire ton smartphone. Tu boirais bien un café en lisant les news. Mais t'es surtout tombé sur cette incroyable vidéo d'un chat déguisé en requin sur un aspirateur qui poursuit un canard. Aujourd'hui, tu cliques et sors tellement vite. C'est si simple, c'en est devenu frénétique. Aux toilettes, au resto avec ta femme, en vacances. Hein? Mais oui, si tu veux, prends tes pieds face à la mer, c'est dégueulasse, mais bon. Internet est un incroyable moyen de répondre à ta curiosité, d'apprendre, de découvrir une multitude de choses. Et pourtant, tu consommes du clic comme on gave une oie pour les fêtes. Sauf que l'oie, c'est toi. Et les marques, eh ben elles te gavent. Oh, qu'elles te gavent. Et bien sûr, elles se gavent au passage. Ouais, tes historiques de navigation, tes informations sur Facebook, le contenu de tes mails et tes recherches Google sont de précieuses informations stockées par des monstres d'Internet. Tout un tas de sociétés publicitaires. Et quelques organismes au-dessus des lois. Plus tu cliques, plus tu en dis sur toi, sur tes goûts, tes intérêts et même sur tes petits vices. Toutes ces données sont ensuite revendues à des milliers d'entreprises qui n'ont plus qu'à se servir. Bon, ne crachons pas dans la soupe. Tout ça est quand même très utile. Google, c'est un peu ton père et ta mère à la fois. Il répond à toutes tes questions. Il est là, omniprésent dans ta vie. Et quand tu fais des fautes d'orthographe, mais il te rappelle que bécherel, c'est pas la sauce blanche que tu utilises pour faire tes lasagnes. Bref, tes historiques de navigation témoignent de qui tu es, de tes pulsions consommatrices et de tes comportements d'achat. Ceux qui collectent ces informations savent les interpréter et te proposent des publicités ciblées qui te plairont. Tape vacances et New York sur Google. Et quelques minutes plus tard, les vols les moins chers pour la grande pomme inondent tes espaces pubs. On appelle ça le retargeting, ou l'art de rentrer par la fenêtre quand t'es sorti par la porte. Tu es une aubaine publicitaire, te dis-je. Depuis 2009, sans t'en rendre compte, tu es même devenu un homme sandwich, porte-voix de marque que tu as liké. Et Facebook se charge de rappeler tous les jours à tes amis le fan que tu es. Tu n'es plus la ménagère de moins de 50 ans, le CSP+, ou le retraité. Tu es une femme divorcée qui aime Sephora et les mocassins vintage. Un buveur de bière qui aime le squash et lit l'équipe tous les jours, ou bien une cible qui ne consomme plus. Enfin, presque plus. Une nouvelle révolution d'Internet s'annonce. C'est l'ère du big data, et nous n'en sommes qu'aux prémices. Nous collectons les données plus rapidement que nous sommes capables de les analyser. Si ce phénomène peut s'avérer utile en médecine, en géologie ou en sociologie, c'est en publicité qu'il rapporte le plus d'argent. Les informations collectées peuvent être aussi utiles que compromettantes. Facebook Graph Search permettra par exemple de repérer des hommes musulmans vivant à Téhéran intéressés par d'autres hommes. Ou des mères italiennes, catholiques, aimant la marque Durex. Gênant, non? Tiens, voilà Marc. Hey, salut Marc! Celui qui te connaît mieux que ta mère. Top, avec qui votre fils est rentré de soirée samedi dernier après le bal du lycée? Aujourd'hui, nous sommes plus d'1 milliard à posséder un compte chez lui. Eh oui, Facebook est le 3e pays du monde en termes de nombre d'habitants. Prends ça, chinois. Sauf que les habitants de Facebook sont partout dans le monde et que ce beau pays d'exhibitionnistes ne répond à aucune autre législation que la sienne. Il fait ce qu'il veut, Marc. Sauf dans les pays qui n'ont pas forcément envie de savoir leurs habitants espionnés. Des pays qui le font très bien tout seuls. Alors, quand Marc est invité par notre président à l'Élysée, tu te doutes bien que c'est tapis rouge à tous les étages. Et en basket, monsieur, dame. S'il voulait, il pourrait même planter sa tente dans le jardin. Alors on fait quoi? On vide nos historiques de navigation, on supprime notre compte Facebook et on part au Tibet? Ou vous avez le droit de garder le silence. Et tout ce que vous direz sur Internet pourra être retenu contre vous. En fait, tout ceci est un échange de bons procédés. Les vidéos sur YouTube, les smart radios, les informations gratuites. Vous croyez quand même pas qu'on allait tout vous donner? Pour profiter de l'incroyable monde d'Internet, vous devez accepter que les marques vous connaissent et vous proposent un contenu publicitaire que vous aimez déjà avant le contenu que vous vouliez voir. Elle est pas belle la vie. Allez. Bon. Ah. Oh, mais... ah, c'est fini, oui. Ah. Ah. Enfin. Si c'est gratuit, vous êtes le produit.
Alors, voyons maintenant à quoi ça sert. À quoi ça sert de récupérer en fait toutes ces données. À qui elles servent et pourquoi faire. Alors cette base de données, cette immensité d'un monde parallèle de données et d'informations sur les personnes qui utilisent les outils numériques, c'est ce qu'on appelle le big data. Et en fait, le big data, j'ai mis, correspond en fait à big money. Hein. Toutes les données se vendent, plus il y en a, plus le profil est complet, plus il a de la valeur, une valeur économique et commerciale. Donc toutes les données se vendent pour ensuite donc cibler les personnes en publicité. Faut savoir que la publicité coûte très très cher et qu'un mailing, par exemple, à l'échelle de la France, coûte beaucoup d'argent aux personnes qui souhaitent le faire, et que du coup, le fait d'avoir, pour un résultat qui est souvent décevant, ou en tout cas qui est un petit peu hasardeux, ce qui était le cas il y a quelques années, et le fait d'avoir un profil très complet, ça permet de faire des économies, puisqu'on va envoyer la publicité aux personnes qui sont particulièrement visées. Donc on a plus de chances en termes d'efficacité de viser juste. Voilà. Et de toucher le public qui est concerné par la publicité. Rapidement, j'explique aussi ce qu'est le principe du coût par clic. En fait, il faut savoir que la publicité, l'espace publicitaire coûte plus ou moins cher en fonction des mots-clés qui vont y être associés. C'est un système d'enchères, hein, en fait. Plus le mot-clé est demandé, plus il a une valeur, en fait, plus il va coûter cher et du coup, plus il est intéressant. Voilà. Donc il y a tout un système économique derrière la vie numérique. Essentiellement basé vers des algorithmes. Petite parenthèse supplémentaire, sachez que les algorithmes, l'objectif en tout cas des personnes qui gèrent ces algorithmes, donc des grandes sociétés comme Google, Amazon, Facebook notamment, c'est de se rapprocher le plus possible du fonctionnement du cerveau humain et pour aller vers des choses qui soient, que les algorithmes soient le plus proche possible des réactions, pour pouvoir anticiper les réactions d'un consommateur humain. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, ça sert aussi à nous rendre service, hein, bien sûr, puisqu'on y trouve notre compte, sinon on ne le ferait pas. Donc rendre service, par exemple, en nous évitant de ressaisir à chaque fois le numéro de carte bancaire, eh bien on va nous proposer de l'enregistrer. Par exemple, on va nous proposer des services de travail collaboratif pour permettre de faire des économies de papier, par exemple. On va avoir des documents partagés sur des outils comme Google, mais il y en a plein d'autres. Hein. De la même façon, on va vous proposer un service de stockage de photos. Donc là aussi, évidemment, on récupère vos données, on récupère quel type de photos vous mettez, quels commentaires vous mettez avec vos photos, les titres que vous mettez à vos photos. On va également récupérer les lieux. Hein, toutes les données texte et non texte associées à tous les documents qui sont sur le net sont récupérées. Donc il n'y a pas, c'est ce qu'on appelle des métadonnées. Il ne s'agit pas forcément que de texte. On va récupérer aussi le lieu, les personnes avec qui vous êtes, s'il faisait beau ou pas beau, si vous avez aimé ça ou ne pas aimé ça, combien vous étiez, par exemple. Donc c'est toutes ces notions toutes ces données qui sont récupérées sont aussi dans l'idée de, on vous rend un service, on vous permet de créer du lien avec votre famille qui est loin, par exemple, ou un service, par exemple, de partage de cagnotte pour un cadeau, pareil aussi. Donc même chose, là, on va voir qui participe, quel type de communauté c'est, etc., etc. L'autre objectif, évidemment, est aussi de personnaliser. Donc on va vous dire « Ah, mais c'est que pour vous ». On va valoriser le consommateur en lui laissant croire qu'il est un privilégié. C'est le principe des cartes de fidélité du XXe siècle. Hein. Vous êtes un client privilégié, donc nous vous faisons une offre spéciale, juste pour vous. Évidemment, qui correspond juste pile poil à ce que vous attendez à ce moment-là, parce que c'est l'anniversaire de votre petite nièce, parce que il y a un an que vous avez un nouveau chiot et qu'on vous propose une promotion, par exemple. Parce que les marques de couches, lorsque vous venez d'avoir un bébé, ont calculé que votre enfant, il va bientôt être propre et que du coup, vous allez avoir plutôt besoin de tel type de couche et plutôt tel autre. Et du coup, très souvent, ils sont très très forts pour anticiper un besoin qui va arriver et répondre justement à un service que vous allez percevoir comme étant personnalisé, ce qui est très valorisant pour le consommateur. En France, un organisme est chargé de faire un petit peu de police dans tout cela, c'est
la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui fait un petit peu office de gendarme des libertés dans le monde numérique notamment, et un petit peu de poil à gratter aussi pour les grandes sociétés, puisqu'en fait c'est quelque chose qui est spécifique à la France et qui fait en sorte que les lois françaises soient respectées. Alors ils ont à la fois un rôle d'information, de consultation, d'avertissement, et aussi pouvoir attaquer les grandes sociétés. Alors évidemment c'est un petit peu David contre Goliath, mais ils ont au moins le mérite d'essayer et de se battre et de faire en sorte que les grandes sociétés puissent respecter le droit français. Mais je reviendrai tout à l'heure sur la CNIL, parce que ils font notamment beaucoup de sensibilisation, et puis ils proposent quand même un petit service en cas de problème par rapport à des questions d'identité numérique. Voyons ce qu'il en est maintenant pour les adolescents. Alors, quelques chiffres tout d'abord, je vais essayer de ne pas trop vous assommer avec des données statistiques. Les 13-19 ans passent plus de 15 heures par semaine sur Internet, c'est 1h30 de plus qu'en 2015, et il est fort probable que ça continue à augmenter dans les années qui viennent. On n'est pas encore arrivé au niveau le plus important qui se stabilisera ensuite. Le taux d'équipement en smartphone est en hausse, surtout auprès des 13-19 ans, qui sont maintenant près de 81% à posséder leur propre smartphone. Encore une fois, c'est un taux qui est supérieur aux années précédentes. Le taux d'équipement a tendance à descendre bien en dessous de 13 ans maintenant quand même. Les parents ont tendance à équiper leurs enfants maintenant, même à l'école primaire. Alors, en ce qui concerne l'usage des smartphones, c'est surtout la consommation de vidéos qui explose, notamment vers YouTube, plateforme qui est fréquentée par presque la totalité des adolescents, et sur laquelle près de 8 adolescents sur 10 possèdent un compte. Un compte qui leur sert soit à faire des listes de vidéos préférées, soit à s'abonner à certains youtubeurs par exemple. Oui, alors j'ai dit c'est vrai que c'était la consommation de vidéos sur smartphone, mais pas que, mais il faut quand même, nous on constate quand même que de moins en moins d'adolescents savent utiliser un ordinateur et utilisent par contre sont plus à l'aise avec les smartphones, ce qui peut poser un souci pour une adaptation future dans un monde professionnel, puisque les ordinateurs sont quand même encore très présents dans le monde professionnel. Et en fait on se rend compte qu'il y a des usages basiques d'un ordinateur que les jeunes ne maîtrisent plus. Aussi parce que dans les maisons, il y a certaines familles qui n'ont plus d'ordinateur, qui fonctionnent qu'avec les appareils mobiles. YouTube est le réseau social le plus fréquenté. Au départ, c'était une plateforme de stockage de vidéos. Maintenant, c'est un vrai réseau social, c'est-à-dire qui permet de créer des liens, de s'intéresser à des listes organisées par centre d'intérêt, par exemple. Donc c'est le réseau social le plus fréquenté par les 13-19 ans, devant Facebook, qui est aujourd'hui, alors qui a été un réseau social très utilisé il y a quelques années par les jeunes et qui est délaissé maintenant parce qu'il est considéré comme étant le réseau social des parents, qui leur sert à garder contact avec la famille, par exemple, ou avec les parents, mais c'est tout. Et ensuite suivent Snapchat et Instagram. Donc c'est clairement les deux réseaux sociaux traditionnels, on va dire, basés sur l'image et l'instantanéité, le côté on partage très vite des informations qui sont utilisées par les adolescents aujourd'hui. Alors, les adolescents, qu'est-ce qu'ils font sur le numérique? Ils consomment d'abord. Donc là, en termes de traces, c'est évidemment tout leur historique, tous les comptes qu'ils laissent, qui sont réutilisés ensuite. Au passage, les prestataires ne s'occupent... Alors, ils prennent en compte le fait que ce soit des mineurs, mais pour certaines données, bien sûr, qui sont en termes de légalité, mais pas pour toutes. Donc, un historique de recherche, par exemple, ils ne savent pas forcément si c'est un jeune de 12 ans, 13 ans, etc., qui consulte. En tout cas, ils ne vérifient pas l'âge. Mais par contre, c'est un élément qui sera pris en compte en fonction des ressources qu'ils consultent. Donc les adolescents consomment surtout. Je dirais que si les adolescents ne sont que dans la consommation, au passage, ça peut être un petit peu problématique. L'usage du numérique est beaucoup plus intéressant lorsque les adolescents publient ou créent des choses avec le numérique.
Alors les traces qui sont laissées dans ce cas-là sont évidemment les avis qu'ils laissent, tous les commentaires sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tous les clics qu'ils font sur j'aime, j'adore, je n'aime pas, je déteste, voilà. Tous les émoticônes qu'ils laissent en disant j'ai peur, je suis heureuse, je suis triste, je suis ravie. Hein, c'est ce qu'on appelle le web affectif. C'est toutes les émotions les traces d'émotions qu'on peut laisser et qui sont récupérées. Au passage, dans la vraie vie, c'est aussi des choses qui transparaissent dans une relation interpersonnelle entre deux personnes réelles, on va dire, en face à face, mais c'est pas forcément des choses qui sont réutilisées ensuite à des visées commerciales. Et c'est une des différences, effectivement, avec la vie numérique, c'est que là, même les émotions sont récupérées et ont une valeur économique. Je dirais presque surtout les émotions, puisque c'est des choses qui intéressent beaucoup, notamment en termes de publicité, qui travaillent sur le marketing, même le neuromarketing, le marketing qui s'adresse à des choses de l'ordre de l'inconscient. Donc ils publient des avis, des likes, des commentaires, des photos, des vidéos, voilà, il y a un petit peu de texte, plus ou moins bien écrit, plus ou moins bien orthographié, ça aussi évidemment c'est pris en compte, hein. Un jeune qui écrit sur, par exemple, un réseau social de professionnels avec des fautes d'orthographe, c'est un élément qui est enregistré comme un autre. Au passage, parmi les informations qui sont publiées, il y a également tout ce qui est partage d'informations, donc les partages sur les réseaux sociaux ou les retweets pour le réseau social Twitter. Alors, les jeunes ne maîtrisent pas toujours leur consommation et leur publication, c'est pour ça qu'il y a un gros « mais ». Ils n'ont pas conscience du système économique dont ils font partie, et c'est absolument normal, puisqu'encore une fois, ils sont nés avec, ils sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience que nous, en tant que parents, on peut avoir, ils n'ont pas conscience forcément de leur identité de consommateur, au sens économique du terme, donc c'est absolument normal qu'ils n'aient pas conscience du système économique dont ils font partie. Et également, un des autres éléments, c'est que la frontière est très floue pour eux entre la vie privée et la vie publique. Là où, il y a quelques années, lorsqu'on rentrait à la maison, on savait qu'on était dans la vie privée. Lorsqu'on était avec des amis, en famille, etc., on était dans une vie privée. Aujourd'hui, même dans le cadre de la vie familiale, dans le cadre de la vie privée, on peut être confronté à des éléments de vie publique à partir du moment où une information de l'ordre du privé est partagée. Et ça arrive très, très, très souvent. Ici, par exemple, dans un établissement scolaire, il y a la question de l'internat qui relève de la vie privée, dans la chambre. Et on est régulièrement confronté à des soucis d'élèves qui ne se rendent pas compte que les images qu'ils prennent dans ce cadre-là ne peuvent pas être diffusées, et ils ont des difficultés à faire la différence entre ce qui est de l'ordre de leur intimité et ce qui est de l'ordre de la vie publique. Et alors c'est souvent, alors c'est pour eux la différence par rapport à leur image à eux, mais aussi par rapport à l'image des autres. Lorsqu'ils prennent une photo de quelqu'un dans la chambre, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la vie privée de la personne et qu'il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Cette frontière-là, elle est parfois très floue, et c'est une des choses qui peut poser problème aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes. Un des éléments aussi qui fait que les jeunes ne maîtrisent pas toujours leur consommation et leur publication, c'est le fait que d'autres internautes peuvent partager leurs données les concernant directement ou indirectement, soit en les informant, soit en ne les informant pas, parce que ça se fait de façon tacite, ou par défaut, beaucoup d'adolescents pensent que oui, il est d'accord. À partir du moment où ils ne disent pas non, c'est qu'il est d'accord. Donc c'est le cas des amis, que je mets entre guillemets, hein, c'est amis au sens virtuel ou au sens numérique du terme, la famille, dont les parents. Il y a énormément de parents qui diffusent des photos, des vidéos de leurs enfants, de leurs adolescents, sans forcément leur demander leur avis, et ça peut poser des soucis ensuite. Aujourd'hui, récemment, là, il y a eu un exemple aux États-Unis où une jeune, quand elle a été majeure, a porté plainte contre ses parents. Parce qu'en fait elle n'était pas d'accord avec l'image qu'ils avaient diffusée d'elle depuis qu'elle était bébé sur le net, et qu'elle voulait en fait qu'ils retirent les photos, les vidéos, toutes les traces qu'ils avaient mis d'elle en fait sur le net, sans forcément lui demander son avis puisqu'elle était mineure. Et donc aujourd'hui on arrive à ce genre de situation, de conflit entre des parents et des enfants qui veulent pouvoir choisir aussi les traces parfois.
Donc il y a aussi le rôle de la famille qui n'a pas forcément conscience de l'impact que peut avoir le partage de données. Il faut savoir qu'à partir du moment où c'est sur l'Internet, ça n'appartient plus à la personne qui a publié, même si on le retire. Parce que les traces auront été laissées, sont fixées sur le réseau numérique, mais aussi parce qu'évidemment, il y a le risque de partage. Le risque de partage, et dès que sur Twitter, par exemple, dès que l'information elle est retweetée, c'est terminé, même si vous la récupérez, votre document original, l'information elle est déjà partie. Voilà. Il faut bien avoir en tête que... alors tout à l'heure, je parlerai des notions d'éducation qui sont liées à la vie réelle, qui s'appliquent dans la vie numérique, mais il faut quand même savoir qu'une des grandes différences entre la vie réelle et la vie numérique, c'est non pas les pratiques qui sont les mêmes, hein, lorsqu'on va donner une photo à quelqu'un, qu'on la donne physiquement dans la main ou qu'on l'envoie par mail, le geste il est le même, je partage des photos avec ma famille. La différence c'est le nombre d'informations qui circulent aujourd'hui dans le monde numérique et surtout la vitesse de propagation. Ce sont les deux éléments qui font la différence avec la vie d'avant, la vie non numérique. Donc, pour ces raisons, les jeunes doivent acquérir ce qu'on appelle une hygiène numérique. De la même façon qu'il y a une hygiène en termes de santé physique, et bien aujourd'hui, les jeunes qui naissent aujourd'hui, les adolescents, doivent acquérir une hygiène numérique, c'est-à-dire apprendre à utiliser les outils avec lesquels ils sont nés. Là où, bizarrement, on pourrait se dire, nous sommes nés avec des outils voilà, type Genifi, par exemple, et on a toujours su les utiliser de façon intuitive, parce qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton, voilà, par exemple, pour que la cassette se lance. Et aujourd'hui, en fait, ils ont beau être nés avec ces outils, ils doivent apprendre tous les codes qu'il y a autour pour arriver justement à les maîtriser et à les gérer, au-delà de l'aspect juste intuitif de l'usage. C'est le paradoxe des digital natives, c'est-à-dire ce terme digital native est utilisé pour justement ces jeunes qui sont nés avec. Et en fait, le paradoxe, c'est que ils ont beau être nés avec, ils ne savent pas forcément utiliser et ils ne savent pas forcément maîtriser. Moi, je reste quand même régulièrement étonnée de voir le peu d'usage que nos adolescents ici font des outils numériques. Hein. Des fois, ça se réduit juste à je consulte Facebook une fois de temps en temps pour faire comme les copains. Je vais voir le site de l'équipe pour voir le foot ou le rugby. Je vais voir les photos des copines sur Instagram et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc, et pourtant, malgré ça, ils baignent dedans, ils sont dedans, ils ont l'impression de savoir faire. Bien sûr, madame, on connaît, me disent-ils souvent, mais souvent dans la pratique, je me rends compte que finalement, passer juste le nom et me dire ce que c'est, ça va pas plus loin. Il y a énormément de choses qu'ils ne connaissent pas, et je dirais presque c'est normal. C'est-à-dire que là où nous, avant, en fait, on avait le frigo, on savait l'utiliser, mais on n'avait pas besoin de savoir comment était fait le frigo pour savoir l'utiliser. Aujourd'hui, ils utilisent les outils, ils savent à quoi ça sert et comment ça marche, mais ils ont aussi besoin de savoir tout le système qu'il y a autour pour pouvoir les gérer au mieux et les maîtriser. Alors, on va aborder la deuxième partie qui est prendre conscience de son identité numérique. Donc, comment on fait ? Le réflexe le plus simple est ce qu'on appelle la googlisation. C'est un nouveau mot qui existe depuis quelque temps, qui consiste en fait à mettre son prénom et son nom, entre guillemets, pour que le robot le considère comme un seul mot-clé, dans un moteur de recherche. Donc prénom-nom ou nom-prénom, il faut faire les deux, pour voir en fait qu'est-ce qu'il y a comme trace publique associée à ce nom-là. Donc ça permettra de découvrir par exemple qu'il y a des homonymes qui font aussi des choses, voilà, qui laissent aussi des traces. Mais ça permet d'avoir un premier aperçu. Et c'est un réflexe évidemment qu'ont tous les employeurs pour vérifier quel type d'image, qu'est-ce que renvoie cette personne dans sa vie numérique, ce qui est aussi important que ce qu'il renvoie dans la vraie vie. Voilà, donc ça c'est vraiment un réflexe on va dire primaire aujourd'hui de quelqu'un qui cherche des informations sur quelqu'un d'autre pour connaître son identité numérique. Le deuxième élément, c'est de prendre conscience que par défaut, tous les comptes sont publics. Et ça, pareil, c'est quelque chose chez les adolescents dont ils n'ont pas conscience, parce qu'il y a plein de petites cases qu'ils cochent pour accéder au réseau social lorsqu'ils créent leur compte, qui sont mises par défaut.
En France, c'est quand même de moins en moins le cas. C'est-à-dire que de moins en moins les cas sont précochés. On le demande de le faire. Du coup, les informations, je trouve, se sont améliorées ces dernières années en termes de clarté, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais effectivement, sur la prise de conscience du côté public des comptes par défaut. Et qu'en fait, il faut aller dans les paramètres ensuite pour rectifier les filtres et faire en sorte qu'ils ne soient pas aussi publics que ça, qu'il ne l'est au départ. Une des manières également de prendre conscience de son identité numérique, c'est de faire un tour chez les copains et de voir ce qu'ils partagent comme photo, hein, d'une soirée par exemple. Alors parfois les copains identifient le nom des personnes qui sont dessus, mais c'est pas forcément le cas. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a des photos qui circulent sur nous, où on apparaît nous, mais sans forcément qu'on soit identifié, ça peut être gênant quand même. Donc faire un petit tour là-dessus aussi. Ça fonctionne très bien aussi dans le milieu professionnel, hein. C'est bien d'aller voir ce qui circule comme information en tant que personne professionnelle, parce que l'objectif c'est quand même ça, c'est qu'à terme, en tant qu'adultes, ils soient capables de gérer leur double identité, voire triple identité, on va voir tout à l'heure, entre ce qu'ils sont dans leur vie privée, en famille, ce qu'ils sont dans leur vie avec les copains, publics, sur le net par exemple, et ce qu'ils sont en tant que professionnels. Et puis il existe aussi des outils pour enquêter, donc là je vous en propose 2 sur lesquels vous pouvez cliquer, qui vous proposent, soit en mettant votre nom et votre prénom, de voir ce qui existe sur vous dans les différents réseaux sociaux notamment, soit sous principe de petits sondages, vous mettez les services que vous utilisez, et en fait ils vous mettent en valeur les traces que vous laissez en utilisant ces services. Donc ce sont 2 outils qui fonctionnent très bien, myshadow.org et puis webme.com. Je vous invite à les utiliser, ou en tout cas peut-être à les faire utiliser avec votre adolescent, à les tester avec eux. Alors, ça peut être l'occasion d'en discuter justement pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont aujourd'hui sur la vie numérique. Alors, nous allons faire un petit point maintenant sur les avantages de laisser des traces, parce que oui, il y a des avantages à laisser des traces. Tout à l'heure, on parlait de notion de service, du fait que c'était pratique de ne pas avoir à retaper, par exemple, son numéro de carte bancaire tout le temps, que c'était commode, qu'on avait un service à la carte, que pour nous, ça nous évitait de refaire plusieurs fois les manipulations, et qu'on avait un service personnalisé. Ça, c'est le premier avantage qui est indéniable, et en fait la balance va consister toujours entre faire le comparatif entre les avantages qu'on a à laisser des traces et puis les inconvénients que ça cause, et essayer de trouver l'équilibre qui va être propre à chacun, évidemment. Un des avantages de laisser des traces, c'est de se mettre en valeur et d'être visible, ce qui, pour un futur professionnel, n'est pas à négliger. Se mettre en valeur, ça passe par la création d'un compte professionnel, par exemple, à se créer une image en termes de photographie ou de vidéo qui est valorisante. Ça passe par une volonté de communiquer, de faire de la publicité, d'être visible, d'être reconnu pour ce qu'on est en tant que professionnel. Et du coup, il y a des vraies stratégies d'identité numérique positive qui se créent. C'est un vrai travail, c'est une réflexion à avoir. De la même façon qu'avant, on réfléchissait à où est-ce qu'on positionne les affiches dans le village, par exemple, pour qu'elles soient bien vues. Eh bien, aujourd'hui, on va réfléchir à qu'est-ce que je laisse comme trace dans ma vie numérique pour que ça donne une bonne image de moi. Voilà, en tant que professionnel, notamment. Et puis un des autres avantages, c'est aussi de pouvoir rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, et d'échanger et de communiquer. Ça, c'est quand même assez fabuleux de se rendre compte que, eh bien, même si dans le village on a l'impression que personne ne s'intéresse, par exemple, à la collection de timbres, et bien de s'apercevoir que à 20 km, à 30, à l'autre bout du monde, on peut avoir des gens avec qui échanger, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, et ça, c'est assez fabuleux, l'ouverture quand même que peut permettre la vie numérique par rapport à ça. Et du coup, de découvrir des gens passionnés et de pouvoir échanger. Donc ça, ce sont les principaux avantages de laisser les traces, mais qui ne sont absolument pas à négliger, hein. C'est très important, notamment l'histoire de se mettre en valeur et d'être visible. Voilà. Donc on va également évidemment faire un point sur les problèmes que posent certaines traces. Donc les premiers problèmes qui sont, on va dire, ceux qui touchent le plus nos adolescents aujourd'hui, c'est l'histoire de la mauvaise réputation, privée, publique et ou professionnelle. Donc soit au moment où ils sont adolescents, soit pour l'avenir.
Donc soit parce que dans leur vie de collégien ou de lycéen, eh ben, ils laissent des choses circuler qui leur posent des problèmes quand ils sont adolescents, soit c'est des choses qui ne posent pas de problème quand ils sont adolescents, mais qui vont leur en poser lorsqu'ils seront adultes. Avec les élèves en cours, par exemple, je leur montre un reportage d'envoyé spécial sur la face cachée de Google, où il y a un jeune qui témoigne sur le fait que à l'adolescence, il avait trouvé sympa de participer à des concours de beauté, donc c'est un garçon, hein, et qu'il a fait des photos, notamment torse nu, donc il n'y avait rien de sexualisé, on va dire, pour un homme en tout cas, ou moins que pour une femme. C'était des photos très jolies, hein, très esthétiques, en tant que mannequin. Voilà, il a même été rémunéré pour ça, donc c'était devenu un job étudiant de faire des photos voilà, en tant que mannequin. Et lorsqu'il a voulu chercher du travail, il est devenu commercial. Toutes les entreprises qu'il rencontrait lui disaient on ne vous embauchera pas tant que vous aurez cette image-là sur l'internet, parce qu'on ne peut pas se permettre d'associer notre image d'entreprise à ce type d'image-là. Voilà, aussi esthétique soit-elle, on ne peut pas se permettre d'associer votre nom, vos images de cette période-là avec notre entreprise. Donc vous êtes prié de nettoyer ces photos autant que cela est possible pour qu'on puisse vous embaucher. Donc effectivement, cette histoire de mauvaise réputation, elle peut être à l'instant T quand ils sont adolescents, mais ça peut aussi également être des choses pour leur vie future. Donc soit une réputation de l'ordre du privé, mais aussi publique. Hein. Il est très facile de faire et de défaire une réputation de quelqu'un professionnel sur le net, notamment par les fameux avis, les fameux commentaires que l'on laisse, qui ne sont pas toujours des vrais avis ou des vrais commentaires d'ailleurs. Autre problème qui peut être lié aux traces, eh bien, c'est l'usurpation d'identité ou de données. On peut, parce qu'on va avoir laissé son nom, un document traîner de façon publique, on n'aura pas déconnecté un compte avant de quitter, par exemple, la page va rester inactive pendant quelques temps, mais un temps qui sera suffisant pour quelque chose qui permettra d'usurper l'identité. Les cas sont nombreux, sont de plus en plus nombreux aujourd'hui en France, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et ça peut être extrêmement grave, très 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 long, puisqu'en fait c'est à la personne qui est victime de prouver que c'est bien elle qui est titulaire de la véritable identité. Et ça c'est un chemin de combattant, vraiment un parcours du combattant. Donc il vaut mieux éviter de se faire voler ces données plutôt que de se dire je verrai quand ça arrivera. Ou alors ça n'arrive qu'aux autres. Autre souci, ce sont les publicités envahissantes. Alors sous couvert de rendre service et de personnaliser et de répondre à votre besoin précis, eh bien, on vous envahit, hein, on se retrouve confronté à de la publicité qu'on n'a pas demandé. On se demande d'ailleurs souvent comment elles sont arrivées. Gardez bien en tête que les fichiers peuvent être vendus à des partenaires, ce qu'eux appellent des partenaires, qui sont en fait d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément, et ils revendent des fichiers de données, et du coup vous vous retrouvez comme ça avec des choses pour lesquelles vous n'êtes jamais inscrite, tout simplement parce que votre fichier a été revendu à des tiers. Donc c'est ce qu'on appelle les spams, les publicités non désirées. Donc ça arrive essentiellement par mail. Petite parenthèse de nouveau, aujourd'hui les adolescents utilisent de moins en moins de mails, ça fera partie des choses que je vous mettrai dans la petite fiche de ressources complémentaires que je vous donnerai avec ce diaporama et ce fichier audio. Aujourd'hui les adolescents utilisent de moins en moins de mails, hein, ils échangent les fichiers autrement, soit par des outils de transfert de fichiers, soit par les réseaux sociaux, mais ça n'empêche que quand ils vont devenir adultes, ce sera de l'ordre de l'incontournable quand même d'avoir, lorsqu'on crée des comptes, d'avoir une adresse mail qui permet d'être identifié. Et du coup, c'est quelque chose, si quand ils sont adolescents, ils n'en sont pas forcément conscients, c'est quelque chose dont ils vont prendre conscience ensuite. Il y a également la publicité ciblée personnalisée sur les écrans, et puis enfin les tentatives d'arnaque, donc par ce qu'on appelle le phishing, ou en français le hameçonnage, qui sont en fait des faux mails ou des faux messages, des faux comptes Facebook, des faux comptes sur réseaux sociaux, qui ressemblent à des vrais, qui ont tout presque comme des vrais, mais qui ne sont pas des vrais. Alors souvent, il y a des petits indices qui font qu'on devrait pouvoir tilter sur le fait que c'est bizarre, c'est louche, mais quand on est ado, on n'a pas forcément ce recul-là, ou cette maturité pour se dire « Ah tiens, là, c'est bizarre hein ». Donc c'est très facile de se faire avoir. Le principe consistant à récupérer une adresse mail pour ensuite la revendre, bien sûr, sans avoir demandé l'autorisation à la personne. Ou dans le pire des cas, de récupérer des données personnels, des numéros de CAF par exemple, caisse d'allocation familiale, ou des numéros de compte bancaire. Tout à l'heure ou peut-être
notamment avec les jeunes, j'explique que la notion de base pour pas se faire avoir, c'est d'abord la notion de bon sens. Une banque ne demande jamais les numéros de carte bancaire à son client puisqu'il les a déjà. Donc pourquoi il vous les redemanderait par mail? Donc ça, c'est des petites choses qui paraissent évidentes dans la vraie vie, mais souvent, en fait, l'écran fait qu'on perd du recul et du coup, on peut se faire avoir. Voilà. Et c'est pas... Enfin, c'est... à la limite, tout le monde peut se faire avoir. Il faut être vigilant. Surtout qu'aujourd'hui, le phishing est devenu quelque chose de très courant et que les mails ou les faux comptes sont extrêmement bien faits. Les détails sont poussés très loin. Que faire en cas de problème? Donc la CNIL peut intervenir, la Commission nationale informatique et liberté, sur leur site, dont je vous mettrai la référence dans le petit formulaire de ressources. Il y a un formulaire qu'on peut remplir en mettant pour faire une déclaration, et ensuite eux ils font une enquête et ils demandent à la personne de retirer à la personne ou à l'entreprise ou au prestataire, au réseau social, etc., de retirer les informations. Il faut savoir que les conditions d'utilisation des réseaux sociaux sont très larges et que souvent, en fait, ils vous disent « Ah oui, mais ça, nous, on n'enlève pas parce que ce n'est pas en opposition avec nos conditions d'utilisation. » Et du coup, c'est loin d'être aussi simple que ça en a l'air d'arriver à faire retirer des choses sur les réseaux sociaux. Mais la CNIL est certainement la commission, en tout cas l'autorité la mieux placée pour pouvoir le faire. Donc ils ont un service qui est consacré qu'à ça, et je peux vous assurer qu'ils ne chôment pas, hein, c'est par centaines qu'ils reçoivent les plaintes voilà, pour intervenir. Deuxième possibilité en cas de problème, c'est tout simplement de porter plainte. En France, il y a des lois qui protègent les mineurs notamment, qui protègent la vie privée des mineurs. Et il faut surtout le faire rapidement, dès qu'on constate quelque chose, même quitte après à retirer la plainte s'il y a une résolution à l'amiable, par exemple avec le tiers, mais il faut porter plainte parce que tant que ce n'est pas fait, c'est pas considéré comme un problème par les autorités. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qui peut faire peur, et pourtant c'est la base. Tant que la plainte n'est pas posée, la limite, les personnes en face vous rigoleront un petit peu la figure en disant c'est bon, voilà, tu vas pas nous embêter pour ça. C'est aussi une façon de montrer que oui, ce n'est pas anodin de partager une photo sans le consentement de la personne. Oui, ce n'est pas anodin de partager une photo d'élève en petite culotte. Voilà, que c'est aussi pour marquer le coup et dire non, tu n'as pas à faire ça, là tu as dépassé une limite. Voilà. Donc surtout ne pas hésiter à porter plainte. Il est possible d'effacer ou de faire effacer des traces. C'est extrêmement compliqué, c'est long surtout, c'est très très long, parce que les moteurs de recherche mettent du temps à faire leur mise à jour notamment, et aussi parce que eux ils n'ont pas dans l'intérêt d'effacer les traces, donc il y a un petit peu de mauvaise volonté également. Donc il y a des entreprises qui d'e-réputation, des entreprises spécialisées qui sont chargées de gérer les identités numériques des personnes, soit de stars par exemple, en veillant à ce que rien de négatif ne soit diffusé sur eux, soit d'entreprises. Il y a de plus en plus de services spécialisés dans la gestion de l'identité numérique des entreprises, dans les grandes entreprises justement, sachant évidemment que ça a un coût. Je vous parlais tout à l'heure du jeune qui avait des photos de mannequinat, il a dû payer l'entreprise, c'était un investissement, et lui commençait sa vie professionnelle, de mémoire c'était de l'ordre de 5 000 € qu'il a dû payer pour pouvoir arriver à faire effacer toutes les photos. La dernière solution, qui est très efficace, que je dirais presque qui est la plus efficace, c'est de se créer ou de se recréer une identité numérique positive. En fait, on va notamment lorsqu'il y a des avis négatifs, par exemple, ou lorsqu'il y a des photos qui sont embêtantes, eh bien, on va diffuser sur le net, on va publier toute une série de nouvelles photos qui vont montrer une nouvelle image de la personne. Les avis vont être plus positifs et vont s'équilibrer du coup avec les avis négatifs, voire devenir majoritaires. Et ce qui fait que dans les premières pages, ce ne sont plus les avis négatifs ou l'image négative de la personne qui va ressortir, mais l'image positive. Voilà. Donc les informations qui sont compromettantes ou qui sont embêtantes, elles n'ont pas disparu, elles existent toujours. Je vous rappelle qu'à partir du moment où vous les publiez sur l'internet, elles ne vous appartiennent plus. Mais en tout cas, elles y seront toujours, mais elles ne seront plus en première page, et donc elles seront beaucoup moins gênantes.
La plupart des outils proposent également des formulaires qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Google, par exemple, propose un formulaire qui permet aux internautes de demander à Google de retirer le référencement de telle ou telle information. Ils sont pas simples à trouver, et bon, même s'il y a des progrès, même s'ils sont obligés de le faire maintenant, c'est pas des outils qui sont faciles à trouver. Mais en tout cas, ils sont obligés, tous les réseaux sociaux le proposent également dans les paramètres. Il y a toujours une petite ligne, signaler une information compromettante, signaler un problème avec votre image, etc., etc. Troisième partie, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les problèmes? La clé la plus importante, c'est tout simplement vous, moi, toi, quand je parle à l'élève, hein, c'est la gestion de l'identité numérique qui permet d'éviter justement les problèmes qui peuvent se causer. Le fait d'être conscient que ça demande un petit peu de gestion, comme on gère ses comptes, par exemple, bancaires, eh bien, le fait d'avoir conscience de ça, c'est certainement le moyen le plus efficace d'éviter les problèmes. Je profite de ce point pour rappeler quelque chose de fondamental. On a le droit, tout le monde a le droit de dire non, de s'opposer à une information qui est diffusée sur soi. C'est les fameux formulaires de droit à l'image, par exemple. C'est le fait qu'un adolescent dise à un copain « bah non, t'es gentil, moi j'ai pas envie d'apparaître comme ça sur ton compte Facebook, donc tu l'enlèves ». Par exemple, c'est très difficile quand on est adolescent de dire ça hein, par rapport aux copains, mais c'est un droit, il faut le rappeler. On a le droit de s'opposer, de dire non, je ne souhaite pas que mon image soit diffusée, non, je ne souhaite pas que mon avis, ce que je pense soit publié, par exemple. Voilà. C'est aussi le droit de ne pas avoir de vie numérique. On a aussi le droit de ne pas aller sur les réseaux sociaux, par exemple, ou de ne pas utiliser nombre et nombre de comptes ou de services numériques. Ça paraît évident, mais c'est bien quand même de le rappeler. Donc parmi les possibles de choses qu'il y a à faire pour gérer son identité numérique, donc évidemment les bases, c'est l'éducation. Hein. Alors je profite pour rassurer un bon nombre de parents qui prend peur en fait devant l'ampleur des phénomènes parfois. Je tiens à les rassurer en leur disant que toutes les bases de l'éducation que vous donnez à vos enfants dans la vraie vie s'appliquent aussi dans la vie numérique. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous dites ne parle pas à un inconnu dans la rue, cette base d'éducation-là, elle s'applique aussi dans la vie numérique. L'adolescent à qui on aura expliqué ça, ou l'enfant à qui on aura expliqué ça, à qui on aura expliqué le pourquoi du comment, pourquoi c'est embêtant, par exemple, de parler à un inconnu, et les conséquences que ça peut avoir, eh bien, il aura ces éléments-là aussi pour la vie numérique. C'est bien de les rappeler quand même, quand il aura la vie numérique, mais n'empêche que la base, elle y est. Et donc, tous ces éléments d'éducation-là, ils sont valables. Hein, il ne faut pas les oublier, et à la limite, il faut vous faire confiance en vous disant, ben voilà, je lui ai appris à... par exemple, ne pas à faire attention à ses papiers d'identité, je lui apprends à ne pas dire bonjour à n'importe qui, à ne pas se balader tout nu dans la rue, par exemple. Ça paraît évident, mais on va expliquer à un jeune que non, c'est pas possible. Quand on va chez le médecin, on fait attention à être bien habillé. Quand on va chez une personne importante, on fait attention aux habits qu'on porte. Voilà. Ça ne viendrait à l'idée d'aucun parent de dire à ses enfants, tiens, tu peux te promener tout nu dans la rue, ou tu peux te promener en slip dans la rue, tiens, tu peux aller faire tes magasins en maillot de bain, par exemple, ou tu peux aller au cinéma en slip. Voilà. Et donc ces bases d'éducation-là sont valables, alors que il y a un côté un petit peu, il faut parier sur le fait que c'est des choses qui sont inculquées aux enfants et qui, à un moment ou à un autre, vont leur apparaître au moment où, par exemple, ils vont diffuser, ils vont cliquer pour envoyer une photo justement d'un copain qui est en slip sur la place publique, par exemple. Ou même si sur le moment il va pas forcément tilter, quand on va lui dire mais tu te rends pas compte, ça pose un problème, de suite il va se dire ah oui c'est vrai. Voilà. La réflexion sera beaucoup plus rapide parce qu'ils ont justement eu les bases d'une éducation dans la vraie vie réelle. Voilà. Le deuxième moyen, c'est évidemment d'éduquer par l'école. Hein. Donc, dans les programmes aujourd'hui, dès l'école primaire, on donne des codes de fonctionnement aux enfants dans la vie numérique.
Au sein de la cellule parentale, la base, c'est les échanges, hein. Alors si vous ne connaissez rien à tous les réseaux sociaux, par exemple, à tout ce qui est fait, vous pouvez tout simplement vous faire expliquer, vous intéresser à ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu fais sur ce réseau social? Quel réseau social tu utilises? Pourquoi celui-là? Ah, parce que les copains y sont, très bien. Et alors, vous échangez quoi? Quel type de photo? Ou alors, lorsque vous le voyez faire la photo du meuble de la cuisine, vous dire, bah, tiens, pourquoi tu fais cette photo-là? À quoi ça sert? Certains vous répondront, bah, à rien, mais c'est juste pour partager quelque chose, parce que ça fait longtemps que j'ai rien publié, par exemple. Donc, bah, c'est pour partager quelque chose. Juste pour se dire, voilà, Justine ou Mélanie, eh ben, elle a partagé une photo, elle est active sur les réseaux sociaux. Donc c'est se faire expliquer, s'intéresser, avoir envie de comprendre, qu'est-ce qu'ils y trouvent, et c'est souvent un point de départ d'une discussion à table ou ailleurs, en disant, bah tiens, et alors, ça t'a jamais posé de problème, et est-ce que tu connais des gens qui le font pas, par exemple, pourquoi ils le font pas, est-ce que tu trouves ça gênant que eux le fassent pas, et pourquoi du coup toi tu trouves intéressant de le faire, etc., etc. Donc se faire expliquer, s'intéresser, avoir envie de comprendre. Communiquer aussi autour de ce que c'est que l'identité numérique, hein. Quand on va expliquer à son jeune comment remplir tel ou tel papier au moment de la première déclaration pour l'université, par exemple, pour remplir les premiers dossiers d'inscription à droite à gauche, et bien en profiter pour expliquer l'importance de faire attention à ses mots de passe, attention à ne pas partager tel ou tel document, que c'est des documents qui relèvent de la vie privée, par exemple. La question de la loi aussi, il est du devoir des parents d'expliquer qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Que si tel ou tel réseau social est interdit aux moins de 13 ans, c'est qu'il y a des raisons. Que oui, la loi interdit la pédophilie, que oui, la loi protège les mineurs. Donc il est aussi aux parents de rappeler ça. Ça peut être un postulat, un point de départ de discussion avec l'adolescent. Et enfin, il convient aussi de s'interroger sur la question du modèle parental. N'oubliez pas que vos enfants, les adolescents, font comme les parents. Et que forcément, si tous vos comptes sont publics, lui, il va pas comprendre pourquoi, lui, il faudrait qu'il protège les siens. Ou en tout cas, il peut comprendre pourquoi vous les laissez publics, si par exemple c'est un compte professionnel, ou si vous en avez besoin pour votre vie, bon, ou alors juste lui expliquer qu'à vous ça ne pose pas de problème parce que vous ne diffusez rien par exemple qui peut poser souci, vous ne posez pas de photos compromettantes sur vous, et que du coup pour vous c'est pas gênant que vos comptes soient publics, mais que pour lui ça peut lui poser un problème dans sa future vie professionnelle. Donc la question du modèle parental est importante. Parce que forcément c'est plus simple d'expliquer à son ado comment faire si déjà soit on a les bases d'un comportement, on va dire, qui correspond à une maîtrise de son identité numérique. Alors voici quelques réflexes de base pour faire attention à son identité numérique. Tout d'abord l'intérêt du pseudo. Je suis toujours très étonnée lorsqu'il m'arrive de faire des recherches sur Google avec des noms d'élèves, de voir qu'ils utilisent leur prénom et leur nom complet, alors que c'est très simple pour un adolescent d'utiliser un pseudonyme qui évite justement qu'avec le prénom et le nom, on puisse les retrouver ensuite dans Google. Donc c'est vraiment la base, l'intérêt du pseudo, c'est un élément qui permet de protéger sa vie privée. Donc le pseudo est important, sauf si justement on veut être visible, et dans ce cas-là, on va faire exprès d'utiliser son nom et son prénom parce qu'on veut être identifié comme cela ensuite pour sa future vie professionnelle. Donc les réflexes également, c'est d'arriver à jongler entre les différentes identités, entre ce qu'on est dans la vraie vie, son identité en tant qu'élève, son identité en tant que futur professionnel, son identité en tant que professionnel. Il faut arriver à jongler entre les différentes images qu'on renvoie. Ensuite, parmi les réflexes, c'est évidemment d'aller paramétrer ses comptes. Je vous invite à aller fouiller un petit peu dans les paramètres. Vous verrez que tout est possible, ou presque, hein, qu'on peut paramétrer. D'abord, la notion de compte public, compte privé, mais également ce que j'appelle les cercles, c'est-à-dire de diffuser certaines informations à certaines personnes, à la famille par exemple, ou aux copains du lycée, ou aux copains en dehors du lycée. Tout est paramétrable. Sur Facebook, par exemple, ce sont les groupes d'amis. On peut créer soit un groupe de proches, soit un groupe de copains, etc. Sur Instagram, pareil, de façon à diffuser plutôt telle photo à la famille, plutôt telle autre aux copains, plutôt, voilà, avec des photos de famille qui pourront être publiques, mais les photos aux copains qui seront privées, par exemple.
Donc ça, c'est dans les paramètres des comptes. Je vous mettrai quelques liens également pour vous expliquer comment paramétrer ces comptes, mais rien ne vaut le fait d'y aller et puis de regarder tout ce qui est proposé. Dans les réflexes aussi à avoir, notamment lorsqu'on s'approche de l'entrée dans la vie professionnelle, c'est de trier ses contacts, de ne garder que ceux avec qui on est vraiment proche, que ceux qu'on connaît, parce que je suis toujours très, très intriguée par certains adolescents qui sont amis avec des gens qu'ils ne connaissent absolument pas. Donc filtrer les contacts ou les trier. À un moment donné, se dire, bah tiens, voilà, maintenant, j'ai des gens avec qui je suis amie depuis le collège, mais que je vois plus, alors je les enlève parce que c'est toujours bizarre de se dire, je continue à diffuser des photos à des gens que je ne vois plus. Autre axe important, c'est de réfléchir, même très vite, avant de cliquer, avant de partager une information. Se dire, est-ce que je tiens vraiment à la partager? Est-ce que ça va me poser un souci ou pas? Hein, très rapidement, de se dire, prendre 2 secondes, est-ce que cette information est vraie? Est-ce que j'ai un petit doute? Si j'ai un doute, alors je vais attendre avant de cliquer, je vais voir si d'autres le font. Et de réfléchir avant de publier. Je réfléchis avant de mettre un commentaire, je réfléchis avant de poster un avis, avant de répondre à une image sur quelqu'un. Et de faire régulièrement le point sur son identité numérique. Ne pas hésiter à retourner régulièrement avec les petits outils que j'ai mis précédemment dans le diaporama, en mettant le nom et le prénom, le faire régulièrement pour voir ce qui ressort sur son nom. Ça, c'est vraiment les réflexes de base. À faire tous les 6 mois à peu près pour vraiment voir ce qui se dit sur soi. Les outils, enfin, donc parmi les outils qui sont disponibles, il y a tout d'abord les navigateurs. Alors c'est la base, hein, mais Safari, ça appartient à Apple, Google Chrome appartient à Google, Internet Explorer appartient à Microsoft, donc ça commence par ça. Le navigateur que vous allez utiliser, déjà, laisse des traces sur ce que vous allez faire sur le net. Donc le navigateur Firefox, lui, est un navigateur libre, qui n'est pas rattaché à une grande marque, et du coup qui protège un peu plus la vie privée. Ensuite, il y a des moteurs de recherche qui protègent la vie privée, ou en tout cas qui communiquent là-dessus, et qui s'engagent à ne pas utiliser les données que de navigation ou les historiques de recherche. Là où Google, évidemment, le fait. Donc je vous en présente 2, Qwant et DuckDuckGo. Même chose, je vous mettrai des articles qui présentent ces moteurs de recherche dans les ressources. Ensuite, parmi les autres outils, il y a le fait de désactiver la géolocalisation sur son smartphone, hein, qui est souvent mise par défaut, pour justement qu'il ne puisse pas vous suivre à la trace, un petit peu comme une puce que vous auriez dans le bras, qui permettrait de savoir ce que vous faites, où, à quel endroit, avec qui, pourquoi faire, etc., etc. Nettoyer son historique, ses fichiers cache. Pareil, là c'est très simple, dans les options, on va régulièrement cliquer sur le petit bouton « Supprimer son historique ». On a aussi le droit de refuser les cookies. Hein. La loi française fait que depuis quelques années, on a le droit on est informé que site utilise des cookies. Les cookies sont ces fameux petits fichiers cache qui permettent aux prestataires de récupérer vos données. Donc vous avez aussi le droit de refuser d'utiliser qu'on utilise vos cookies. Vous êtes également invité à gérer vos mots de passe. En les changeant régulièrement, ça je crois que maintenant tout le monde le dit, c'est pas aussi simple que ça à faire parce que ça suppose d'en retenir quelques-uns. Pensez au principe de l'incrémentation, c'est-à-dire que vous avez toujours la même base de mots de passe, mais vous pouvez mettre 01, 02, 03 par exemple, ce qui vous permet de quand même toujours vous en souvenir en le mettant à jour régulièrement. Et puis, parmi les outils, eh bien, il y a aussi tout simplement des choix de vie et des choix de consommation, puisque on n'est pas obligé d'avoir plein d'objets connectés dans sa vie. Aujourd'hui, il faut être très, 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 très prudent sur l'invasion d'objets connectés dans notre vie quotidienne. Je pense, par exemple, aujourd'hui, on va vous vendre des majordomes connectés, c'est Google ou Amazon qui proposent ça, qui vous disent, vous pourrez lui dire qu'ils prennent rendez-vous à tel ou tel endroit, qu'ils vous fassent penser que vous devez aller chez le poissonnier à telle heure. Ça va être comme un petit pense-bête, comme un serviteur que vous avez à la maison. N'oubliez pas que, par exemple, ces petits outils, eh bien, ils récupèrent toutes ces données-là, justement, hein, et ils s'en servent également
pour être revendu. Donc c'est pas anodin. À partir du moment où un objet est connecté à la vie numérique, qu'il appartient à la vie numérique, il y a des traces, il y a des choses. Donc on a aussi le droit de ne pas utiliser ces outils-là et d'être extrêmement prudent avec ses choix de consommation également. Voilà, donc j'ai essayé de faire une revue un petit peu générale de ce qu'est l'identité numérique, en faisant un petit peu des précisions sur le monde adolescent. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous comprendrez maintenant mieux pour comment ça fonctionne. Et donc il ne vous reste plus qu'à regarder où vous en êtes, vous, par rapport à votre propre identité numérique, et puis à faire le point avec vos jeunes sur là où ils en sont, et puis voir ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas par rapport aux conséquences positives ou négatives que cela peut avoir sur leur vie actuelle ou sur leur vie future. Bonne continuation à vous, et surtout n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Vous pouvez m'envoyer un message par mail stephanie.pestel@educagri.fr ou alors par l'espace numérique de travail du LPA de Mirande. Merci et à bientôt.